Bonjour et bienvenue dans Parlement Hebdo, votre rendez-vous avec l'actualité politique et parlementaire de la semaine. Bonjour Émilie. Bonjour Emmanuel. Au menu aujourd'hui, la polémique de cette semaine. Total, l'entreprise aux 14 milliards de bénéfices qui annonce la suppression de 500 emplois dans le raffinage. Autre choc, la plus importante fermeture d'usine depuis le début de la crise, celle du fabricant de pneus Continental, 1100 salariés. Internet, la coupure d'abonnement pour téléchargements illégaux est contestée jusque dans les rangs de la majorité. Texte dépassé ou équilibré, le projet de loi électrise l'Assemblée nationale et suscite même quelques dérapages. Et puis la préparation des élections européennes, les partis se mettent en ordre de marche pour la campagne. Vote des militants sur les têtes de liste au PS, ça passe, sauf dans une région, la région centre, où le parachutage du Fabusien Henri Weber n'est pas du goût des militants. Précisément d'ailleurs, pour revenir sur toute cette actualité, notre invité cette semaine, Émilie. C'est Laurent Fabius, bienvenue à vous. Bonjour. Vous aimez jouer les vieux sages, mais les vieux sages actifs, et je crois que cette expression est la vôtre. J'ai pas dit vieux. Alors sage, un grand sage actif, par ailleurs ancien plus jeune Premier ministre de la Ve République, le chantre du non à l'Europe lors du référendum de 2005, au référendum européen de 2005. Voilà. J'étais sûre que vous alliez me répondre. Et puis par ailleurs, et là vous ne me reprendrez pas, candidat malheureux pour les primaires socialistes, c'était à l'occasion de la présidentielle de 2007. Alors il semblerait que depuis quelques mois, vous retrouvez ou vous reprenez goût à la lumière. Et cette lumière, c'est vrai qu'elle est d'abord parlementaire. Vous avez été l'orateur principal des socialistes lors de la première motion de censure de l'ère Sarkozy. Et puis, il paraît que vous êtes très actif lors des réunions du groupe socialiste à l'Assemblée. Je me suis laissé dire que vous aviez même envie de prendre peut-être de voler la présidence du groupe à Jean-Marc Ayrault l'été prochain. Vous confirmez ? Oh non, il n'y a pas de vol. Non. C'est vrai que je suis actif. Tout simplement, je remplis mon rôle de parlementaire. C'est une fonction que j'ai toujours adorée parce que c'est ici, dans le Parlement, que bat le cœur de la démocratie. J'essaye de faire mon travail le mieux possible. Je suis candidat. Je suis pas du tout candidat à tel ou tel poste. C'est une belle fonction, président de groupe socialiste ? Oui, bien sûr. Mais en revanche, je suis candidat pour m'exprimer sur les grands textes. Et par exemple, la semaine prochaine, je porterai la parole des socialistes sur la réintégration dans l'OTAN. Qu'est-ce qui, pour vous, a changé au Parti socialiste depuis l'arrivée de Martine Aubry à la tête ? Je pense qu'au niveau national, le Parti socialiste s'est remis au travail, ce qui était absolument indispensable, alors qu'il y avait un certain temps tout de même que le travail n'était pas suffisant. Je crois que, au-delà de telle ou telle contestation sur telle ou telle liste européenne, parce que c'est un exercice toujours difficile, mais il y a tout de même un meilleur rassemblement que ça a été dans le passé. Elle s'impose, Martine Aubry, elle-même ? Je pense qu'elle a tout à fait les épaules pour remplir cette fonction. C'est d'ailleurs pour ça que je l'ai soutenue et que je la soutiens. Et puis, ce qui est encourageant, c'est que la ligne politique est beaucoup plus claire qu'elle n'était avant, c'est-à-dire une ligne d'opposition tout à fait ferme à M. Sarkozy, mais en même temps de proposition, parce qu'il faut cumuler les deux choses. On ne vous fera plus le reproche de contester, mais de ne plus proposer. Il faut faire les deux. D'ailleurs, je vais faire un peu de publicité. J'ai moi-même un blog que j'ai appelé 50-50, pour dire que j'essaye pour ma part de faire, quand c'est nécessaire, 50% de critique et 50% de propositions. Parce que dans la critique, on est souvent très bon, et à juste titre. Mais après, les gens disent, écoutez, d'accord, mais vous êtes un parti de gouvernement, vous aspirez aux responsabilités du pouvoir, donc quelles sont vos propositions ? Et je crois qu'il faut y répondre. Voilà, on va parcourir avec vous l'actualité de cette semaine. Lundi, tout d'abord, et les européennes, les partis se mettent en ordre de marche. Oui, en ce début de semaine, on commence à y voir un peu plus clair pour cette campagne des élections européennes qui se précise. Les partis se mettent progressivement en ordre de marche, même s'il existe encore quelques petits tiraillements, et notamment chez les socialistes. Tout de suite, quand les partis se mettent sur la ligne de départ, c'est un sujet signé Anaïs Goubatian. À l'UMP, ambiance people, et la star du jour c'est elle, Rachida Dati. On le sait, la garde des Sceaux se tourne vers l'Europe en traînant des pieds, mais sa popularité reste intacte. Deux ministres tête de liste en Île-de-France, Michel Barnier, européen convaincu, même si au départ le ministre de l'Agriculture avait affiché sa préférence pour la région sud-est. Nous allons faire une campagne avec Rachida Dati très dynamique. Nous sommes heureux, fiers qu'on nous fasse confiance pour animer cette campagne. Je le suis en particulier puisque
j'ai des racines dans une autre partie de la France, mais je suis très heureux. Pour faire allusion à une phrase que j'ai entendue récemment, je suis là de mon plein gré. Au nouveau centre, l'ambiance est plus calme. Par crainte de mauvais résultats, les dirigeants du parti centriste ont décidé de ne pas présenter de liste autonome. Ils partent donc en campagne aux côtés de leurs alliés de l'UMP. Ce que nous pensons, c'est que dans un contexte comme celui-ci, eh bien, la majorité a besoin d'être unie pour partir en campagne. Pour partir en campagne pour défendre notre projet européen, ce que nous ferons, et en même temps pour défendre la politique réformatrice que nous menons depuis 22 mois avec nos partenaires de l'UMP. Le nouveau centre a obtenu ce qu'il voulait, 3 candidats en position éligible sur des listes UMP. Jean-Marie Cavada devrait obtenir la 3e place en Île-de-France derrière Michel Barnier et Rachida Dati. Lancement de la campagne du Front de gauche, 6000 personnes venues pour applaudir un début de rassemblement. Créé sur la base du nom de gauche au traité européen de 2005, le Front ne réunit pour l'instant que le Parti communiste et le Parti de gauche de Jean-Luc Mélenchon. Il y a plein de gens qui remettent en cause leur certitude. Donc ils écoutent le message de la gauche, et de la gauche qui se tient droit. Pas la gauche serpent, là, on ne sait pas très bien ce que c'est, ni chair ni poisson, là. Ils entendent bien notre discours. Vous savez, le meilleur symptôme de ça, c'est le nombre de gens qu'il y a ici. Qu'est-ce que vous croyez que c'est? Les gens sont venus librement. Invité surprise, Christian Piquet, figure de la LCR devenue NPA, en désaccord avec la direction de son parti. Pour l'instant, le parti d'Olivier Besancenot refuse tout accord pour les européennes et garde ses distances avec le Front de gauche. Sauf surprise, le NPA ira seul aux européennes. Voilà, et donc votre ami Henri Weber a eu quelques déconvenues en région centre cette semaine. C'est quoi? C'est le problème d'un parachutage d'un fabusien dans cet endroit-là de la France? Non, je ne pense pas. C'est d'abord extraordinairement difficile de bâtir des listes parce que je crois que chez nous, les socialistes, il y avait 1000 candidats. Et donc, il y a eu une délibération collective entre les 200 dirigeants qui sont dirigeants élus, et il y a des listes qui ont été arrêtées, puis qui ont été proposées, bien sûr, aux militants. L'immense majorité de ces listes a été soutenue, a été approuvée, et il y a dans un ensemble de régions, une région, le Limousin, qui, parce qu'elle n'avait pas de candidat sur cette liste, d'après ce que j'ai compris, a voté contre. Donc, ça va être bien évidemment examiné par de nouveau une convention nationale, mais ça ne mettra pas en cause Henri Weber, qui n'était pas en cause. Est-ce que, quand même, ça ne fait pas un peu PS ancienne manière? On a le sentiment que ces listes, ça a été composé avec les dosages des courants ou des anciennes courants, alors que vous promettiez un renouvellement. Oui, bien sûr, mais il y a des règles qui ont été posées qui sont assez nouvelles. Par exemple, nous n'autorisons pas le cumul excessif de mandats. Par exemple, si vous êtes président de département, président de région, vous ne pouvez pas être en même temps parlementaire européen. Bon, c'est une règle nouvelle. Et puis, il y a un certain nombre de députés qui peuvent se représenter, mais on a voulu aussi renouveler les listes. Et puis, il y a la diversité, à la fois, bien sûr, hommes-femmes, ça c'est normal, par la loi. Et puis, il y a les sensibilités qui peuvent exister. Bon. Mais je vous le répète, c'était un exercice très compliqué, mais enfin, dans l'immense majorité des cas, ça a été approuvé. Donc voilà. Ouais. Maintenant, si je veux... Vous avez envie de jouer quel rôle dans ces européennes? Vous impliquez comment? Ça va être quoi la stratégie de Laurent Fabius? Je ferai un certain nombre de réunions et pour les listes, bien sûr. Vous allez vraiment parler d'Europe, ou on va surtout taper sur Nicolas Sarkozy à l'occasion de cette campagne des socialistes? Je pense que comme dans toute élection européenne, il y aura un double aspect. Évidemment, on désigne des parlementaires européens, donc c'est une certaine vision de l'Europe. Et en ce qui nous concerne, c'est une Europe différente de celle qui est aujourd'hui, beaucoup plus sociale, beaucoup plus écologique, beaucoup plus tournée vers l'emploi. Mais il y aura aussi cet aspect sanction, non seulement de la mauvaise politique de M. Sarkozy, mais également de son correspondant au niveau européen, M. Barroso. Et donc, je crois que les électeurs diront à la fois oui à une Europe différente et un non à la politique Sarkozy. Ça peut être un tournant pour le PS, ces élections? Un tournant, je ne crois pas, mais enfin, il faut... revigorer. Mais nous allons, je crois, mieux, même s'il y a encore des progrès à faire.
Voilà, un autre sujet dans l'actualité du début de la semaine, promise par Jacques Chirac, la baisse de la TVA sur la restauration va enfin être possible. La ministre de l'économie arrive pourtant prudente lundi au Conseil des ministres de l'Union à Bruxelles, au Conseil des ministres des Finances. L'Allemagne, qui s'est longtemps opposée à cette possibilité, donne cette fois son feu vert après des heures de discussion. Finalement, la France obtient un accord pour permettre ce taux réduit. Alors, qui sera gagnant dans cette affaire? Réaction avec Antoine de Maison. Voilà, messieurs. Un petit café. Dans ce restaurant du quartier des Affaires de Paris, la baisse de la TVA est attendue depuis longtemps. Pour Sylvie, la patronne, le calcul est vite fait. Pas question de baisser les prix en cas de réduction de la TVA. Il s'agirait plutôt d'embaucher plus de personnel ou de mieux s'équiper. Une autre façon de satisfaire le client. Ça nous permettrait de pouvoir employer de nouveau et puis et surtout axer cette différence sur les investissements. Voilà, beaucoup de restaurants n'ont pas leur cuisine aux normes. On a beaucoup de choses à améliorer, tant au niveau du service qu'au niveau de la qualité. Pas de ristourne sur l'addition, mais un meilleur service, un effort insuffisant pour les associations de consommateurs qui veulent profiter directement de ces points de TVA grappillés à Bruxelles. Il faut que chacun s'y retrouve. C'est-à-dire que si on peut comprendre que la totalité de la baisse ne soit pas affectée au prix peuvent payer par les consommateurs, moi je dirais qu'il faut qu'il y ait un partage des gains entre guillemets. Primes, embauche, investissement, autant de répercussions qui ne profiteront pas directement aux consommateurs en cas de baisse de la TVA. Le principal gagnant serait évidemment le secteur de la restauration, un secteur qui emploie près d'1 million de personnes en France. Laurent Fabius, c'est vrai que cette revendication de la baisse de la TVA dans la restauration, c'était un vieux serpent de mer français. Est-ce qu'il faut reconnaître à Nicolas Sarkozy le mérite de n'avoir pas lâché sur cette question et finalement d'être plus ou moins parvenu à ses fins ? Je ne sais pas, parce qu'on verra, Madame Madère, qui est la représentante des consommateurs, pose bien la question, on verra à qui ça profite. Bon, d'abord, il faut quand même dire honnêtement, parce qu'il ne faut pas faire de démagogie, que ça va coûter quand même pas mal de milliards d'euros. Et les milliards d'euros, il va falloir les payer. Même donc si ça ne sera peut-être pas 5,5, mais plutôt 10. Oui, mais enfin, les milliards d'euros, il faut les trouver. Et donc, ça veut dire probablement des impôts supplémentaires. Mais, mis à part cet aspect qu'il faut quand même avoir en mémoire, la question est... qui est-ce qui va en bénéficier? Alors là, vous avez plusieurs écoles. Vous avez, disons, l'école du bon sens. Si vous interrogez les gens, vous leur dites, est-ce que vous êtes pour la baisse de la TVA? Ils disent oui, parce que les additions vont baisser et ça va être pour nous, les consommateurs. Mais les restaurateurs ont peut-être une vision différente, en disant « Ah, mais nous sommes en difficulté, donc ça va être plutôt pour nos investissements. » En général, chez vous, les socialistes, vous êtes plutôt favorables aux baisses de TVA. Vous pensez que ça a des effets positifs sur la consommation? Oui, mais d'ailleurs, c'est un peu paradoxal, puisque M. Sarkozy et M. Fillon nous ont expliqué que c'était stupide, et ils trouvent que c'est formidable lorsqu'il s'agit de la restauration. Donc c'est quoi? C'est du corporatisme que c'est? Non, je crois qu'au fond, c'était M. Chirac, je crois, qui avait... agi dans ce sens-là, mais au fur et à mesure que la difficulté de la situation économique en France avait été plus difficile, le gouvernement soutenait cette revendication en espérant qu'elle ne serait pas satisfaite. Et quand on suit attentivement les travaux de Bruxelles, on s'aperçoit que c'était un peu le cas. Et puis là, bon, elle est satisfaite, mais maintenant la question est à qui ça va profiter? Et je pense pour ma part, tout en reconnaissant les difficultés du secteur, que si ça a lieu, ça doit profiter d'abord sur l'addition aux consommateurs. Bon, beaucoup de discussions en Europe autour de cette question. Sur un plan beaucoup plus large cette fois, on a vu cette semaine tout un débat sur les paradis fiscaux, le secret bancaire qui avance, puisque même la Suisse semble prête à faire des concessions. Là-dessus, Angela Merkel et Nicolas Sarkozy semblent avoir agi main dans la main, si je puis dire. C'est une bonne chose? On va voir tout ça au sommet de Londres qui a lieu au début avril, parce qu'il y a un G20, donc les 20 grandes nations qui sont réunies, et qui normalement doivent prendre des décisions en matière de régulation. Les paradis fiscaux en font partie. Moi, je connais très bien ce sujet que j'ai traité lorsque je m'occupais des finances du pays, et je sais qu'il ne faut porter un jugement que lorsque les résultats sont là. Pour le moment, c'est des discussions. Bon. Et moi, j'avais fait une proposition, et je la redis ici. Puisque le gouvernement a fourni des capitaux importants à nos établissements bancaires, je pense que quand on fournit des capitaux, il faut exiger des contreparties. Et je trouverais excellent, en montrant l'exemple, que l'on dise à nos établissements bancaires, eh bien, rompez donc les relations avec les paradis fiscaux. L'Allemagne, la plupart travaillent avec des paradis fiscaux, ce que vient de montrer d'ailleurs. L'Allemagne pourrait faire la même chose. Et à ce moment-là, on arriverait beaucoup plus fort à Londres, parce qu'on pourrait dire, écoutez, c'est faisable, la preuve c'est que nous l'avons fait. Donc j'attends encore cela de la part du gouvernement. Le sage attend et réfléchit. On passe en attendant la journée de mardi à mardi sous le signe des pirates du net.
Un email pour vous tirer les oreilles, puis un courrier recommandé. Et enfin, si vous continuez de jouer les rebelles, on suspendra carrément votre abonnement Internet. Voilà ce qui vous attend si vous êtes un pirate du net, adepte de téléchargements illégaux. Alors tout de suite, le détail de ce projet de loi qui a été examiné toute la semaine à l'Assemblée avec Germain Andrieux. La loi création et Internet est plus connue sous le nom d'Hadopi, la haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet. Elle devrait être mise en place avant l'été prochain. L'objectif de cette nouvelle loi n'a pas changé, lutter contre les téléchargements illégaux grâce à des ripostes graduées. En clair, une fois l'infraction constatée, l'Hadopi enverra d'abord aux internautes des avertissements par email, puis des lettres recommandées. Si les téléchargements illégaux persistent, la haute autorité pourra sanctionner l'internaute par une suspension provisoire de son abonnement Internet. La France compte aujourd'hui près de 17 millions d'abonnés Internet à haut débit. Près de 10 000 identifications par jour sont prévues. Selon les hypothèses d'un rapport de Bercy, l'Hadopi pourrait priver de web environ 180 000 internautes chaque année. Alors c'est vrai qu'on a entendu les socialistes très actifs sur ce thème cette semaine qui disent en gros c'est un texte d'un autre temps qui sera périmé ou dépassé d'ici 6 mois. C'est vrai qu'en même temps on pourrait dire que pour la première fois les politiques ont pris le taureau par les cornes sur un sujet complexe. C'est effectivement très compliqué parce que vous avez deux postulations qui s'entrechoquent. Vous avez d'un côté les créateurs qui très légitimement veulent que leur œuvre soit protégée et de l'autre vous avez les internautes dont vous êtes, dont je suis. Bon, qui veulent pouvoir pianoter librement c'est en particulier les jeunes, vous pas illégalement, non. et on comprend ça. Alors, moi je suis quand même un peu gêné dans la proposition du gouvernement par deux aspects. Bon, premier aspect, c'est que je me suis laissé dire par des spécialistes que les mécanismes qui sont mis en œuvre qui sont prévus pour empêcher le téléchargement illégal, pouvaient quand même être contournés. Donc je ne suis pas sûr que ce soit très efficace. Deuxième aspect, c'est que, en fait, il n'y a pas de moyens supplémentaires qui vont aller à la création. Or, si ce système est mis en œuvre, c'est quand même pour aider la création. Et puis, moi, j'ai rencontré beaucoup d'internautes, en particulier de jeunes, qui sont très choqués par cet élément-là. Donc, je crois, nous avons pris à l'Assemblée nationale, les socialistes, position contre que le texte, et je pense qu'il faudrait quand même le réexaminer. Vous irez jusqu'à dire que c'est une loi pour rien ? C'est la crainte. Enfin, pour rien, non, parce qu'elle a quand même déclenché une hostilité très vive. Donc, de ce point de vue-là, c'est pas neutre. Mais je me demande si elle va pas, si elle est adoptée, passer à côté de son objectif. L'actualité économique et sociale avec le dossier Total, des bénéfices records, mais des suppressions d'emplois. La direction du groupe pétrolier annonce 300 postes en moins dans le raffinage d'ici à 2013. 200 concernent directement la raffinerie de Gonfreville en Seine-Maritime. Cette annonce suscite la colère parmi les salariés et l'indignation même du secrétaire d'État à l'emploi, Laurent Wauquiez, pour qui c'est une décision scandaleuse. Julia Lecorrec. Une annonce qui fait tâche en temps de crise. Suppression de 555 postes au sein du groupe Total, alors qu'en 2008, le groupe a dégagé le plus gros profit jamais réalisé par un groupe français. Une annonce condamnée dans une relative unanimité cet après-midi. Laurent Wauquiez, le secrétaire d'État à l'emploi, est visiblement choqué. Je le dis comme je le pense, ça me reste en travers de la gorge. Et je trouve que Total devrait montrer l'exemple. Et je pense que pour leur image de marque, ce serait mieux. Et c'est ce qu'on va essayer de faire, c'est de leur expliquer que dans cette période de crise, un groupe qui fait des milliards d'euros peut faire un petit geste pour 500 salariés en France. Concrètement, on fait comment ? Au sein de l'opposition, c'est aussi l'indignation et le Parti socialiste en profite pour tacler la politique du gouvernement. Écoutez, les grands groupes qui font des bénéfices devraient donner l'exemple. Alors trouver des solutions pour préserver l'emploi, parce que j'espère bien que la crise durera le moins longtemps possible, même si elle est dure pour beaucoup. Alors si les grands groupes vont dans cette direction, vous imaginez les petites et moyennes entreprises qui ont elles, à faire face à d'énormes difficultés. J'ai entendu le secrétaire d'État à l'emploi lancer des cris d'orfraie. Moi, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est l'action. Le Parti communiste, lui, reste toujours sur ses positions. Pour Marie-Georges Buffet, il est temps d'interdire les licenciements.
On ne peut pas admettre qu'aujourd'hui on paye des dividendes comme on les paye aux actionnaires et qu'on fiche à la rue des hommes et des femmes qui ont produit ces richesses par leur travail. Le gouvernement demande au groupe d'avoir un comportement exemplaire et attend donc aujourd'hui des réponses de la direction de Total. Alors justement, Laurent Fabius, le gouvernement a eu la bonne réaction ? Écoutez, on verra les résultats. Moi, je suis d'autant plus sensible à tout ça que c'est dans ma région, dans mon département. Et que je peux confirmer que ça a été un choc, et c'est un choc énorme. Parce que Total est très présent, on sait effectivement les profits considérables qu'il réalise. Et là, les gens se disent, mais alors quoi, si même un groupe comme ça supprime des emplois, où va-t-on? Donc, ces profits, il ne les réalise pas en France, en fait, il les réalise à l'étranger. Oui. Nous sommes intervenus avec mon collègue et ami, le président du département, Didier Marie, pour demander à la direction de Total, à la fois de faire en sorte qu'il n'y ait aucun licenciement. C'est très important. Et il s'y est engagé d'ailleurs. Oui, enfin, moi, départ à la retraite, des reclassements, oui, mais ce à quoi je crois, c'est quand c'est noir sur blanc, parce qu'avant, c'est des paroles verbales. Et qu'il y ait une action économique très puissante dans la région, y compris avec les sous-traitants, etc. Et puis qu'il y ait les perspectives de développement qui soient beaucoup plus fortes. Est-ce qu'il n'y a pas de toute façon en la matière une impuissance des politiques? Ou alors il faut dire, comme Marie-Georges Buffet, qu'on interdit les licenciements? Non, mais de toutes les manières, dans le cas de Total et au-delà du cas de Total, moi je pense qu'il faut être beaucoup plus exigeant sur quoi? Premièrement, dans des situations comme celle-là, s'il y a eu des aides publiques, il faut le remboursement des aides publiques. Deuxièmement, il faut évidemment qu'il y ait une solution individuelle pour chaque salarié. Et troisièmement, il faut qu'il y ait à la charge des groupes, surtout des groupes très bénéficiaires comme ceux-là, une réindustrialisation du site. Si on ne fait pas ça, et c'est ce qui me frappe, moi, député sur le terrain, vous allez avoir une révolte des gens. Parce que quand vous additionnez Total, Continental, on en parlera peut-être, toute une série, moi je vois dans ma propre région, Johnson & Johnson, Glaxo, enfin dans tous les secteurs, plus les petites entreprises dont vous n'entendez pas parler, parce que c'est 10 personnes ici, 50 personnes là, les gens sont désespérés, en particulier les jeunes. Mais j'entends que vous prenez plutôt l'accompagnement, vous n'allez pas jusqu'à remettre en cause ce qui est vécu par les entreprises comme une nécessité malheureuse. Non, de temps en temps, je voudrais être clair, on profite de la crise. C'est-à-dire, il y a des secteurs où il n'y a plus de marché. Bon, vous ne pouvez pas produire des voitures si personne ne vous les achète. Bon, encore faut-il, quand on a la possibilité, accompagner tout ça socialement et, dans beaucoup de cas, s'y opposer, parce qu'un certain nombre de groupes profitent de la crise pour faire des choses qui ne sont pas indispensables. Vous n'allez pas jusqu'à vouloir rétablir une forme d'autorisation administrative des licenciements? Je pense qu'il faut un contrôle très précis des motifs des licenciements. Très précis. En disant tout simplement qu'il faut qu'il y ait un bien fondé économique, financier. Et ça ne peut pas être je licencie parce que je licencie. C'est pas possible. Nous allons passer maintenant à l'actualité de mercredi avec un nouveau temps pour l'OTAN. Oui, et pour certains, c'est un changement de cap radical de la politique étrangère française. Pour d'autres, c'est seulement la continuation d'un processus enclenché dans les années 90. Le retour de la France dans le commandement militaire intégré de l'OTAN a été confirmé mercredi par Nicolas Sarkozy. On écoute tout de suite le chef de l'État. Le rapprochement avec l'OTAN conforte l'indépendance nationale. Notre éloignement proclamé et non réalisé avec l'OTAN limite notre indépendance nationale et nos marges de manœuvre. Le moment est donc venu de mettre fin à cette situation, car c'est l'intérêt de la France. Et c'est l'intérêt de l'Europe. En concluant ce long processus, la France sera plus forte, la France sera plus influente. Pourquoi? Parce que les absents ont toujours tort. Parce que la France doit co-diriger plutôt que subir. C'est l'idée que je me fais de la France. Alors, on l'a vu toute la semaine, le sujet divise, à droite, à gauche. Vous avez certainement lu le Figaro de mercredi qui expliquait que finalement, avec ces propos de Nicolas Sarkozy, on prolongeait simplement un processus amorcé par François Mitterrand à la fin des années 90. Oui, j'ai lu aussi la réponse, comme vous, madame, de Hubert Védrine et Jean-Louis Bianco, disant que c'était un mensonge.
Et ils sont probablement assez bien placés pour le dire, puisqu'ils étaient secrétaires généraux de l'Élysée. Non, je pense que c'est un sujet très important, très fondamental. J'interviendrai d'ailleurs au nom du groupe socialiste cette semaine pour dire ce que nous en pensons. Mais c'est tout de même assez paradoxal que ce soit un prétendu gaulliste, M. Sarkozy, qui enterre le gaullisme. C'est quoi les conséquences concrètes de cette décision selon vous? Les conséquences concrètes, je pense que ça réduira l'influence de la France parce que auprès de tous nos partenaires à travers le monde, la France c'est un pays qui n'est pas aligné sur un bloc. Et là, qu'on le veuille ou non. Même si ce sont aujourd'hui les États-Unis de Barack Obama. Oui, mais la décision a été prise dans les États-Unis de M. Bush. Alors aujourd'hui, on nous dit que c'était avec M. Obama, c'est pas vrai. Donc je crains que cela ne réduise notre influence, premièrement, et deuxièmement, quand j'entends l'argumentation, mais ça va permettre de développer la défense européenne, je crains que ce soit exactement l'inverse. Car si même la France, qui était attachée à la défense européenne, s'aligne en matière de temps, pourquoi voudriez-vous que les autres pays de l'Europe, tout d'un coup, protégés par les Américains à travers l'OTAN, fassent en plus un effort, et notamment financier nécessaire, pour bâtir une défense européenne. Donc vous vous prononcerez contre certainement. Ce retour dans le commandement intégré, mais d'une manière argumentée. Alors on pourra dire, mais vous êtes de gauche, vous êtes de l'opposition, c'est normal. Oui, mais attention, des voix qui sont quand même des voix qu'on doit entendre au-delà des aspects politiques, comme celle de M. Juppé, celle de M. de Villepin, celle d'un certain nombre de responsables de droite et du centre, rejoignent notre point de vue. Peut-être par nostalgie d'une forme de gaullisme qui est un peu dépassée. La France de 2009 n'est pas celle de 64. Ça, je l'avais remarqué, enfin de 66 en tout cas. 66. Mais ça, c'est un raisonnement que chérit M. Sarkozy, que j'appelle le raisonnement des fausses évidences. C'est-à-dire qu'il dit la situation n'est pas la même. Bien sûr, ça. Il n'y a pas besoin d'avoir sa licence pour constater ça. Mais ce n'est pas la question. La question est, est-ce que, dans la situation où nous sommes, nous avons intérêt à modifier notre position? Or, sans rentrer dans le détail, je le ferai mardi, au moment où le général de Gaulle prend sa décision, et c'est le côté très anticipataire de Gaulle, il la prend pour différentes raisons, et notamment parce qu'il refuse la logique des blocs, et veut un monde multipolaire. C'est exactement ce vers quoi nous voulons aller aujourd'hui. Alors, est-ce que c'est le moment, alors même que la multipolarité s'impose, de revenir sur ce qui est une spécificité de la France? Voilà le début du débat. Dans l'hémicycle, puisque le débat sera bien sûr retransmis en direct sur la chaîne parlementaire. Et mercredi, l'Assemblée nationale a voté le projet de loi sur l'hôpital et la santé. Le dernier volet a fait beaucoup débat avec des restrictions, mais aussi des concessions. Interdiction de vente aux mineurs pour le tabac et l'alcool, mais aussi ouverture à la pub sur Internet pour l'alcool, santé publique ou lobby. Qui sort gagnant? Anaïs Goubatian. La santé publique dans le projet de loi Bachelot, c'est d'abord lutter contre l'alcoolisme chez les jeunes. Première mesure, interdire la vente d'alcool aux moins de 18 ans contre 16 auparavant. Interdiction également de la vente au forfait, c'est-à-dire les open bars. Objectif, lutter contre le binge drinking, autrement dit la défonce le plus rapidement possible avec l'alcool. La filière viticole a néanmoins obtenu ce qu'elle voulait. L'interdiction de la vente au forfait ne s'appliquera pas dans les dégustations et foires au vin. Toujours dans le même but, la vente d'alcool dans les stations-service est restreinte. Il n'est plus possible d'y acheter de l'alcool entre 18h et 8h du matin. Parallèlement à toutes ces mesures, la publicité pour l'alcool sur Internet est autorisée, bien que contrôlée. Elle ne pourra pas être intrusive, autrement dit, elle ne pourra pas utiliser les spams et les pop-up. Autre cible de Roselyne Bachelot, le tabac. Les cigarettes bonbons, c'est-à-dire les cigarettes parfumées à des arômes sucrés, sont interdites. Autre interdiction, la vente de tabac aux mineurs. Mesure purement symbolique selon les buralistes parce que difficilement applicable. Enfin, l'obésité devient une priorité de santé publique. Plusieurs mesures ont été adoptées, notamment la possibilité d'acheter des fruits et légumes avec des tickets restaurants. Mais un amendement UMP a été repoussé. Il visait à interdire la publicité pour les produits gras et sucrés dans les programmes de jeunesse.
Voilà, et puis mercredi, un livre sort. Les socialistes publient leur petit livre des libertés publiques, une sorte de best-of anti-sarkozien sous la forme d'un abécédaire. Parmi les dénonciations, les reconduites à la frontière du gouvernement, la politique sécuritaire, les atteintes aux libertés des médias, la réforme de la justice ou encore l'équilibre des pouvoirs. Laurent Fabius, ce genre d'offensive socialiste, elle a quel impact sur l'opinion publique? Vous rencontrez bien l'opinion sur ces sujets-là? Je ne sais pas, je ne peux pas me prononcer là-dessus. Ce que je sais, c'est qu'il y a évidemment l'aspect économique et social qui, pour nous, comme pour la population, est complètement fondamental. Et de ce point de vue-là, la politique de M. Sarkozy est malheureusement inefficace et injuste, on le constate. Mais il y a aussi cette dimension des libertés. Non pas du tout que la France soit une dictature, il ne faut pas non plus exagérer. Mais prenez, dans le domaine des médias, il y a quand même beaucoup de recul. On l'a vu en matière audiovisuelle ou dans le domaine du Parlement. Il y a une révision constitutionnelle. Finalement, les Français n'ont pas été traumatisés par la fin de la pub sur France Télé. Oui, dans la pub, c'est une chose, mais la nomination des dirigeants par le président de la République, c'est autre chose. Et ça, c'est quand même un recul. Bon. C'est un recul évident. Mais il y a un autre aspect. Ici, au Parlement, on nous avait dit qu'il va y avoir une révision constitutionnelle et du même coup, vous verrez, l'opposition aura beaucoup plus de droits, tout ça. Bon, la révision, elle est entrée en application et on ne voit rien de tout ça. Et puis, il y a ce qui concerne la justice, avec l'affaire très sérieuse, très préoccupante de la mise en cause du juge d'instruction. Non pas que le juge d'instruction soit une institution parfaite. Bon, il y a besoin de plus de collégialité. Pour dire qu'il fallait la revoir. Oui, mais la collégialité. Mais autre chose est de dire maintenant l'instruction va dépendre du ministre et du gouvernement. Donc il y a, et notamment contre les jeunes, j'y reviens, une certaine mise en cause des libertés, et je pense qu'il faut faire preuve d'autorité, c'est important, mais respecter le droit. Allez, on va maintenant passer à la journée de jeudi, on va parler du choc continental. Jeudi, donc, la colère des 1200 salariés du fabricant allemand de pneus Continental. Ils viennent d'apprendre la fermeture de leur usine à Clairoy dans l'Oise. En cause, selon Continental, la chute des commandes, mais les ouvriers avaient pourtant accepté en 2007 de repasser en 40 heures pour préserver l'efficacité du site. Reportage sur place avec Pierre Bonde-Joseph. À Clairoy, la tension est montée d'un cran aujourd'hui. Devant l'usine, les quelques 1120 salariés de Continental en grève se relaient jour et nuit pour empêcher aux pneus encore stockés de sortir de l'entreprise, sauf pour les brûler. On voit un avenir très sombre avec aucune possibilité de reclassement. Après 21 ans sur le même site, en travaillant en 3-8, avec très peu de formation, on est comme tout le monde. Donc on est tous sortis avec des CAP ou des BEP, choses qui sur le marché de l'emploi sont absolument dérisoires. Encore sous le choc de l'annonce de la fermeture, les salariés qui avaient renoncé il y a 2 ans à peine aux 35 heures pour préserver l'emploi se sentent aujourd'hui trahis. Une injustice relayée au micro par les élus locaux réunis ce matin à la mairie pour soutenir les salariés, y compris par le très libéral Philippe Marigny. La crise, mesdames et messieurs, mes chers collègues, la crise est là bon dos. La crise est là bon dos. Vous devez interdire en France, c'est vous qui votez les lois, vous devez faire interdire en France les licenciements d'entreprises qui font des bénéfices. Bien, d'abord, dès qu'il y aura un président du conseil de surveillance chez Continental, puisqu'actuellement le siège est vacant, allez le voir. Pour remettre en cause d'abord cette décision de fermeture qui est mal prise, qui est mal motivée, et qui n'est à mon avis, pas conforme au droit du travail. La fermeture pourrait être attaquée en justice pour délit d'entrave, une accusation récusée par la direction qui a mis en place une cellule de soutien psychologique et recruté dans le même temps 50 vigiles pour empêcher ses salariés de toucher au stock de l'entreprise. Et jeudi, on reparle aussi de l'affaire Pérol, une affaire qui rebondit. Il s'agit, vous savez... Un petit mot là-dessus. Ah, alors un petit mot, Laurent. Excusez-moi, un petit mot. D'abord, moi je comprends tout à fait que les salariés soient écœurés. Parce qu'on leur demandait un gros effort, et puis voilà le résultat. Et en même temps, je ne peux pas m'empêcher de dire, quand on rapproche ça du slogan de la campagne présidentielle, travailler plus pour gagner plus, c'est quand même triste. Hein.
Il vous semble qu'on s'en est un peu écarté. Voilà pour cette brève réaction. Je reviens à cette affaire Pérol. L'autre actualité de jeudi, pour ceux qui l'ont peut-être oublié, il s'agit, vous le savez, du secrétaire général adjoint de l'Élysée, nommé à la tête du groupe Caisse d'épargne Banque Populaire. Alors, la commission de déontologie n'a pas été saisie de cette affaire et son président, Olivier Fouquet, était auditionné à l'Assemblée jeudi. Vous allez l'entendre, il était très énervé ce jour-là. Énervé d'abord, bien sûr, contre le président Sarkozy, énervé aussi contre les socialistes qui, selon lui, s'impliquent un peu trop dans cette affaire. Le récit de cette audition très mouvementée avec Anaïs Goubatian. Les députés PS avaient une idée en tête, passer sur le grill Olivier Fouquet. Le président de la commission de déontologie a dû expliquer sa position dans l'affaire Pérol. Et ce n'est pas chose facile. Les échanges furent vifs, objet de la colère, le mémoire de 2 députés socialistes adressés à la commission de déontologie. Vous comprenez, il n'y a que dans les pays soviétiques dans les pays soviétiques qu'on intervient comme ça. Je vous dis la réaction des membres de la commission. J'ai été 7 ans. Je suis désolé, je vous dis ce que je vous dis. Vous êtes au Parlement, monsieur, un peu de respect pour les parlementaires. Finalement, les esprits s'apaisent. Olivier Fouquet met en lumière les manquements de la loi. La commission de déontologie ne peut pas s'auto-saisir. Les députés socialistes ressortent de l'audition avec une certitude. Olivier Fouquet aurait été instrumentalisé par Nicolas Sarkozy. Le président de la commission de déontologie a adressé un courrier au chef de l'État le 23 février dernier. Il stipule que la nomination de François Pérol à la tête du groupe Caisse d'épargne Banque Populaire ne posait pas de problème d'incompatibilité. Nous avons le sentiment d'une institution qui a subi des pressions considérables, qui elle-même a envisagé sa propre démission collective. C'est une institution qui vient d'être écrasée par le pouvoir pour faire passer un abus de pouvoir. Monsieur Fouquet est un juriste éminent. Monsieur Fouquet ne s'est pas aperçu, je crois, parce que ce n'était pas un politique, qu'il était en train de se faire manipuler par le secrétaire général de l'Élysée, par le président de la République lui-même. Et il n'a fait qu'appliquer la loi avec, comme l'a très bien dit Michel Sapin, qui est l'auteur de la loi de 93, qu'il y avait des ambiguïtés dans cette loi qui a fait aujourd'hui que nous sommes dans une situation totalement irréaliste et inadmissible. Les ambiguïtés de la loi devraient être réparées. Jean-Luc Warsmann a indiqué qu'il ferait dans ce sens une proposition de loi très prochainement. Qu'est-ce qui est vraiment choquant dans cette affaire Pérol, Laurent Fabius? Un petit mot pour dire que le Parlement, l'autre jour c'était la commission des lois, est tout à fait dans son rôle en faisant ce genre d'audition, parce que ça nous a appris à tous, à vous, à nous, la réalité. Et je voudrais que de plus en plus le Parlement joue ce rôle d'enquête, d'évaluation. Bon, alors maintenant sur le fond, la déontologie, il faut résumer quand même de manière simple cette affaire. Voilà un secrétaire général adjoint de l'Élysée, que je ne connais pas, qui négocie un prêt de 5 milliards d'euros, d'après ce qu'on dit, vis-à-vis d'un établissement bancaire. Et c'est le même secrétaire général de l'Élysée qui a négocié le prêt, qui est celui qui va l'encaisser comme président de cette société. Si ça ne pose pas un problème déontologique, alors qu'est-ce que c'est que le mot déontologie? Je ne me prononce pas sur la commission elle-même, c'est une autre affaire. Mais on est en pleine affaire déontologique. Même si on dit qu'on est dans une situation économique particulière, c'est la crise, l'État a un rôle nouveau dans l'économie des banques, et donc ça justifie peut-être des situations exceptionnelles. Non, il n'y a rien qui justifie que la personne qui, au nom de l'État, négocie un prêt de 5 milliards, avec ce que ça suppose de discussions, etc., soit après celui qui encaisse le chèque. Ça, c'est pas possible. Bon, c'est le premier point. Des pratiques qui avaient lieu sous la gauche aussi. On retrouvait des directeurs de cabinet à la tête de grandes banques ou de grandes entreprises. Jamais dans ces conditions. On a cité, par exemple, dans mon cas, donc je suis sensible, M. Louis Schweitzer, qui est devenu un grand président de Renault. Mais lorsque M. Schweitzer est parti de mon cabinet, après les élections, d'abord, il n'a pas été du tout nommé président de Renault. Il a été nommé contrôleur de la gestion, etc. Bon. Et c'est plusieurs années plus tard, en tant que ayant monté dans l'entreprise. Et d'autre part, il n'y a jamais eu un prêt de 5 milliards négocié par M. Schweitzer, qu'après il aurait touché comme président. Donc ça n'a rien à voir.
Il manque quelque chose aujourd'hui à l'arsenal législatif français sur ce sujet-là? Oui, mais surtout à la pratique morale des intéressés. Bon, ça c'est le premier point. Deuxième point, on a dit, mais il fallait que ce soit ce monsieur parce qu'il est hyper compétent, etc. Bon, là je crois qu'il y a une petite confusion. Bon, ce monsieur est inspecteur des finances. Très bien d'être inspecteur des finances, mais ça ne vous rend pas nécessairement compétent pour présider un établissement bancaire de plus de 100 000 personnes. Il travaille dans une banque d'affaires. Alors, une banque d'affaires, comme vous le savez, une banque d'affaires, ça n'a rien à voir avec l'établissement de 100 000 personnes. Et dans cette banque d'affaires, bon, il a certainement très bien réussi, mais j'ai compris, vous le vérifierez, que l'une de ses créations, ça a été le groupe Natixis. Et ce groupe Natixis est précisément l'origine de la difficulté financière des caisses d'épargne. Problème de moralité et de compétence, pour résumer les choses? Au pluriel. Et troisième problème, qui est peut-être le plus important. Quand vous regardez attentivement, mais souvent on regarde trop superficiellement, ce qu'apporte l'État dans cette affaire. Bon, l'État apporte plusieurs milliards d'euros. Enfin, nos euros. Bon. Et qu'est-ce qu'il prend en échange, en contrepartie? 2 administrateurs sur 18. Pas beaucoup. Et des éléments qui ne lui donnent pas le droit de vote. Et donc, moi, je suis très interrogatif et même choqué. Comment est-il possible qu'on apporte autant d'argent et qu'on n'ait pas une contrepartie? Donc, vous voyez, cette affaire est très compliquée. Et je me demande si M. Perrol ne s'est pas engagé un peu à la légère, parce que les textes, quand on les regarde, montre qu'il risque d'y avoir des suites pénales et ça poserait des problèmes à tout le monde. Et il sera auditionné à l'Assemblée nationale dans les prochains jours. Vous pourrez lui poser toutes ces questions. En attendant, on passe à la journée de vendredi avec ce dérapage verbal dans l'hémicycle. Vendredi, beaucoup de réactions et d'émotions après l'incident qui a opposé dans la nuit l'opposition à la ministre de la Culture, Christine Albanel, sur la création d'une haute autorité concernant Internet. Le mot trop dans l'hémicycle, Gestapo. Le récit de Julia Lecorrec. Gestapo, le mot est lâché. La ministre de la Culture, Christine Albanel, excédée par les allusions répétées des députés de l'opposition sur la création de la haute autorité de protection des droits sur Internet. Allusion voilée à une autorité qui, selon eux, est d'un autre temps. Christine Albanel, visiblement exaspérée, se lâche. Et je trouve qu'il y a vraiment une peinture extrêmement caricaturale qui est faite de ce projet, qui est parfaitement respectueux des libertés. La caricature affreuse qui consiste à présenter cette haute autorité composée de magistrats à partir de l'ART comme une sorte d'antenne de la Gestapo est particulièrement ridicule. Choquée, l'opposition lui demande de retirer ses propos. Je retire le mot Gestapo. D'accord? Je retire le mot Gestapo. L'opposition qui monte au créneau parle d'atroces dérapages et s'émeut de l'évocation de cette période douloureuse. J'étais bouleversé par vos propos, Madame la Ministre. Écoutez-moi, chers collègues, vous comprendrez pourquoi. Accuser les députés de l'opposition que nous sommes de comparer, parce que nous critiquons votre projet de loi, la Hadopi à la Gestapo. Écoutez, chers collègues, parce qu'il y avait les Gestapo dans notre pays, effectivement, il y a 60 ans. Mais à cause de les Gestapo, moi, j'ai jamais connu ma grand-mère paternelle. La séance est levée sans que les députés n'abordent le cœur du projet de loi, les sanctions pour piratage. Ils en discuteront à la reprise de l'examen du texte le 31 mars. D'un mot, Laurent Fabius, un commentaire sur ce qui s'est passé? Madame Albanel, incontestablement, aurait mieux fait de ne pas prononcer ce mot. Ce sera sobre. Pour terminer, ce sera le mot de la fin, Laurent Fabius. Comment vous définiriez le contexte politique actuel, la couleur de cette période? Très, très grise. Bon, ce qui me frappe, si vous voulez, c'est non seulement la profondeur de la crise, mais que le gouvernement n'est pas capable de montrer la perspective de sortie. Au fond, on peut connaître des moments difficiles, mais la tâche d'un gouvernement, d'un président de la République, c'est de dire voilà ce qu'on va faire et voilà comment on va redémarrer. Et aujourd'hui, non seulement il y a la difficulté,
Mais le gouvernement n'est pas en capacité de montrer le redémarrage. C'est ça qui est le plus difficile. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci infiniment, Laurent Fabius, d'avoir été l'invité de Parlement Hebdo. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine, même endroit, même heure. Et notre invité sera Emmanuel Jean-Marie Cavada, député européen. À la semaine prochaine. Non, Guillaume, vous arrivez à me faire 10 secondes là? 10 secondes là-dessus. C'est le principe d'une politique réformatrice. La défaite semble ne pas pouvoir l'atteindre. Faut arrêter. Faut arrêter. Oui, il nous a expliqué que c'était nul. J'ai l'impression qu'on s'emballe un petit peu vite. Vous êtes d'accord avec ça? Il ne peut pas ne rien arriver, c'est pas possible. Ce sera un président américain qui va nous poser tout un tas de problèmes. Alexis, qu'est-ce que vous avez pris ce matin au petit-déj? Comme toujours, mon cher Christophe. C'est pareil, la misère, elle sera là de toute façon, André. 600 000 personnes vivent avec moins de 600 euros par mois. C'est un avenir, ça? C'était pour vous assurer une bonne transition. C'est un long combat, c'est un long chemin. Entre les lignes, c'est aujourd'hui à midi sur la chaîne parlementaire Assemblée nationale. De nouveaux invités, de nouvelles questions, mais toujours le même objectif. Vous rendre la vie plus facile, vous aider à vous y retrouver dans tous ces textes, dans toutes ces lois qui régissent notre société. Soyez les bienvenus sur le plateau d'À nous la République, sur la chaîne parlementaire Assemblée nationale. À nous la République, ce soir à 19h30 sur la chaîne parlementaire Assemblée nationale.